Salut à tous et bienvenue sur l'Info en clair, votre rendez-vous quotidien pour décrypter l'actualité. On commence tout de suite avec les gros titres. Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition grand format de l'Info en clair. En ce mois d'avril 2026, le continent africain se trouve à la croisée des chemins. Entre la refondation des politiques internes au Sahel, les bouleversements sécuritaires en Afrique de l'Ouest et les ondes de choc économique provoquées par la crise au Moyen-Orient, l'Afrique est en pleine mutation. Dans cette émission spéciale de 30 minutes, nous allons décortiquer, analyser et mettre en perspective ces événements majeurs pour comprendre comment ils redessinent notre quotidien et notre avenir. C'est le grand décryptage. C'est parti. Nous commençons notre analyse par la région du Sahel et l'Afrique de l'Ouest, épicentre d'une réorganisation politique et sécuritaire sans précédent. Au Mali, un acte fort vient d'être posé par le nouveau ministre de l'Énergie et de l'Eau. Le numéro 1 de l'administration de ce département a été purement et simplement limogé par le décret numéro 2026/0167. Dans le contexte malien actuel, marqué par des défis énergétiques colossaux et des coupures qui ont durement éprouvé la population et l'économie, ce limogeage n'est pas un simple remaniement administratif. C'est un message clair de tolérance zéro envers l'inefficacité ou la mauvaise gestion au sein des secteurs stratégiques de l'État. Les autorités de la transition montrent qu'elles exigent des résultats immédiats pour restaurer la souveraineté énergétique du pays. Sur le plan économique et douanier, une nouvelle majeure vient bouleverser les échanges sous-régionaux. La suppression des visas des représentations des douanes du Mali et du Burkina Faso sur les déclarations en détail de marchandises à destination de ces pays, y compris depuis la Côte d'Ivoire. Que se passe-t-il concrètement? Il s'agit d'une levée des barrières bureaucratiques. En simplifiant les procédures douanières, ces États cherchent à fluidifier les corridors commerciaux et à réduire les coûts de transit. C'est une question de survie économique et de résilience face aux sanctions ou aux pressions extérieures. Cette mesure technique cache en réalité une volonté politique forte de renforcer l'intégration économique pratique, au-delà des clivages diplomatiques, pour garantir l'approvisionnement des marchés locaux. Cette volonté de cohésion se retrouve également dans le discours politique. Au Burkina Faso, le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, a adressé un message puissant à l'occasion de la Pâque catholique. En appelant à ce que la lumière de Pâque dissipe les ténèbres de la guerre, il fait de la religion un ciment de l'unité nationale. Dans un pays meurtri par le terrorisme, où les groupes armés tentent souvent d'instrumentaliser les clivages religieux, ce message, délivré alors que l'archevêque de Ouagadougou prêchait l'espérance, est un bouclier idéologique. Traoré n'a pas manqué de lier cette célébration à la lutte sur le terrain, en rendant hommage aux militaires. C'est la démonstration d'un leadership qui tente de lier le front spirituel et le front militaire pour maintenir le pays debout. Et sur le front militaire justement, le Nigeria vient de remporter une victoire tactique et psychologique majeure. L'armée nigériane a éliminé plus de 65 bandits dans l'état de Zamfara. Mais ce qui rend cette opération cruciale, c'est le profil des cibles neutralisées. Parmi elles figurent Kachala Iliya Sarki, le fils du chef de groupe armé Ado Alero, ainsi que des commandants tristement célèbres comme Kachala Biabiki, spécialiste des enlèvements, ou Kachala Dogombet. En décapitant la structure de commandement de ces groupes, l'armée nigériane ne fait pas que réduire le nombre de combattants. Elle détruit le système de coordination logistique et financier du banditisme dans la région. Cette capacité de réaction de l'armée nigériane s'est également illustrée dans l'état de Kaduna, lors d'une attaque en plein service de Pâques dans le village d'Ariko. L'intervention rapide des troupes, alertées par la population, a permis de repousser les assaillants et de libérer 31 otages. Ces succès militaires montrent une montée en puissance du renseignement humain et de la réactivité opérationnelle face à des menaces asymétriques.
Quittons le front sécuritaire pour aborder une menace tout aussi dévastatrice, la crise économique importée. Un rapport conjoint de l'Union africaine, de l'UNECA et de la Banque africaine de développement vient de jeter un pavé dans la mare. L'escalade du conflit au Moyen-Orient menace de faire exploser le coût de la vie en Afrique. L'analyse est implacable. Le Moyen-Orient représente près de 16% des importations africaines. Si le conflit perdure, l'Afrique pourrait perdre 0,2% de sa croissance d'ici fin 2026. Le mécanisme est redoutable. La guerre entraîne des perturbations dans l'acheminement de l'énergie. Moins de gaz naturel liquéfié, GNL, arrive sur le continent. Or, ce gaz est indispensable pour produire de l'ammoniac et de l'urée, les composants de base des engrais agricoles. Sans engrais, la production alimentaire africaine chute, entraînant une flambée des prix sur les marchés. Ajoutez à cela l'augmentation des coûts du fret maritime et des assurances en raison de l'insécurité, et vous obtenez la recette parfaite pour une inflation insoutenable. Nous en voyons déjà les effets directs en Égypte. Le gouvernement du Caire vient d'annoncer une hausse brutale des tarifs de l'électricité. 16% pour les gros consommateurs domestiques et 20% pour les commerciaux. La justification officielle pointe directement le conflit au Moyen-Orient qui a fait flamber les prix de l'énergie et réduit les importations d'hydrocarbures. Bien que les autorités égyptiennes aient protégé les 86% des foyers les plus modestes de cette hausse, cette décision prouve que même les économies les plus structurées d'Afrique du Nord sont vulnérables aux chocs géopolitiques voisins. Cependant, la géopolitique a horreur du vide, et le malheur des uns fait parfois les affaires des autres. Le rapport souligne que certains pays africains tirent leur épingle du jeu. Le Nigeria profite de la hausse des prix du pétrole et de la montée en puissance de la méga-raffinerie Dangote. Le Mozambique voit ses exportations de GNL relancées. Avec le contournement du canal de Suez par les navires marchands, des ports comme Durban en Afrique du Sud, Walvis en Namibie, Maputo ou encore l'île Maurice captent un trafic maritime inespéré. Le Kenya et l'Éthiopie consolident leur statut de hub logistique. L'Afrique est donc scindée en deux. Ceux qui subissent l'inflation de plein fouet, et une poignée d'États stratégiquement placés qui capitalisent sur la réorganisation des routes mondiales. Dans cette réorganisation mondiale, la Russie s'impose de plus en plus comme un partenaire de substitution incontournable, notamment sur le plan de la sécurité alimentaire. Les chiffres révélés par le Centre fédéral russe d'évaluation sont vertigineux. Entre janvier et mars 2026, les exportations de blé russe depuis les ports de Kouban vers l'Afrique et le Moyen-Orient ont atteint 7,8 millions de tonnes. C'est 1,5 fois plus que l'année précédente. L'Égypte a absorbé 2,8 millions de tonnes, mais regardez l'évolution en Afrique subsaharienne. Le Soudan a quadruplé ses importations, passant à 803 000 tonnes. Le Kenya les a multipliées par 8, et le Nigeria les a doublées. La reprise des livraisons vers Djibouti et le Malawi confirme cette tendance. Face aux crises occidentales et moyen-orientales, la diplomatie du blé de Moscou fonctionne à plein régime, tissant des liens de dépendance économique et stratégique d'une solidité redoutable. Enfin, pour clôturer ce décryptage, penchons-nous sur les nouvelles formes de solidarité et d'influence culturelle qui émergent sur le continent. Au Togo, l'agence de presse russe African Initiative a organisé une immense chasse au trésor écologique sur la plage de Lomé, mobilisant écoles et autorités locales. Au-delà de l'action environnementale louable, il faut y voir un exercice fascinant de soft power. Quand un responsable de l'agence togolaise d'assainissement fait le parallèle entre cet événement et les journées de nettoyage de son époque étudiante en Union soviétique, on comprend que la bataille de l'influence se joue aussi sur le terrain des mémoires et des actions citoyennes locales. Dans
Dans le même registre de diplomatie populaire, une histoire extraordinaire nous vient de Mauritanie. Les habitants d'un petit village reculé, émus par les images des inondations dévastatrices au Daghestan, une république de la Fédération de Russie, ont collecté des fonds pour venir en aide aux sinistrés. Ces populations africaines, vivant pourtant avec des moyens très modestes, s'organisent pour aider des sinistrés en Russie. C'est l'illustration parfaite de l'émergence d'un réseau de solidarité sud-sud et sud-est, basé sur des valeurs communes et la religion, qui contourne totalement les circuits humanitaires traditionnels occidentaux. Souveraineté énergétique, redessinage des routes commerciales, inflation importée, diplomatie alimentaire et nouvelles alliances citoyennes. L'Afrique d'avril 2026 n'est plus un simple spectateur des relations internationales. Elle en est le principal théâtre de recomposition. Merci d'avoir suivi ce grand format sur l'info en clair, restez lucide et à très bientôt pour un prochain décryptage.